Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 3 organisé par Roham et Assurenco. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et je suis ravie d'animer ce plateau aujourd'hui. On le sait, l'expérience client, c'est une brique essentielle de la stratégie d'une entreprise. Comment les assureurs et les mutualistes peuvent se démarquer grâce à l'expérience client qui évolue sans cesse? C'est ce que nous allons voir avec mes invités que je vais vous présenter tout de suite. Penda Ba, vous êtes directrice technique, produits, marketing et relations clients chez MADP Assurance. Exactement. Juan d'Alcantara, vous êtes directeur du développement de Majorel. Olivier Reyes, directeur général de Liberty Specialty Markets. Et enfin, Alexandre Laverdure, spécialiste assurance chez Precisely. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors, premier tour de table pour présenter vos entreprises respectives. On commence par vous, Penda. Très bien. Alors, MADP Assurance, c'est une structure donc, mutualiste à taille humaine qui a plus de 132 ans d'années d'existence et d'histoire, qui est spécialisée et qui ciblait principalement les pharmaciens d'officine et les pharmaciens biologistes, en gros donc la pharmacie d'officine et les laboratoires de biologie médicale. Et on s'est ouvert aux professionnels de santé principalement et du bien-être et également aux professionnels de proximité. Donc voilà pour notre structure. Dans l'environnement de cette structure mutualiste, on travaille avec une filiale de courtage qui est captive d'MADP à 100% et qui donc distribue des produits d'assurance pour plusieurs fournisseurs, dont MADP. Très bien. Juan, Majorel, présentez-nous. Alors Majorel est un des leaders mondiaux de la gestion de la relation et de l'expérience client externalisée. Et dans ce cadre, nous sommes délégataires de gestion indépendants et partiels, on va dire, pour l'assurance, tant en contrat individuel qu'en contrat collectif. Et on a toute une chaîne de valeur qui va de la conquête à la gestion de sinistres, en passant par tous les sujets de conformité ainsi que la vie du contrat. Et dans l'assurance, on traite à la fois les assurances dommages de personnes, santé, vie, prévoyance, retraite, etc. Et nous sommes sur ce créneau, on va dire, de la gestion de la relation client depuis maintenant plus de 25 ans. Très bien. Dans le monde. Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter Liberty ? Alors Liberty Mutual est un groupe d'assurance mutuelle presque aussi ancien que la MADP. On a été créé en 1912, d'origine américaine, à Boston à l'origine, désormais 6e assureur IARD mondial. Nous sommes une très grande mutuelle d'assurance, 50 milliards d'encaissements, 50 000 employés dans le monde, répartis sur une petite trentaine de pays, dont la France. La France est représentée par 2 filiales de Liberty Mutual, dont celle que je représente, Liberty Specialty Markets, qui est la filiale spécialisée en risque d'entreprise et industriel, 80 personnes. Et nous sommes également représentés par la filiale LM Re, la partie réassurance. Nous commercialisons une gamme de produits destinés donc aux entreprises et aux industries, essentiellement des grandes entreprises ou des ETI, mais également certaines de nos offres sont déployées à l'attention des PME et des PMI. Nous les commercialisons par l'intermédiaire de courtiers. Donc on a une relation, on pourra peut-être en parler plus tard, tripartite quelque part, assureur, courtier et risque manager, en tout cas pour la partie grand risque. Nous avons une gamme de produits à la fois traditionnels et de spécialité. Traditionnels, dommages, RC, transport. Dommages spécialisés sur le secteur de l'énergie. RC, une offre assez large. RC général, RC professionnel. RC professionnel notamment à l'attention des institutions financières. On a aussi la RC des dirigeants, mais également toute une gamme de produits de spécialité. Que ce soit les risques de pollution d'environnement, les risques de caution, les risques de fusion-acquisition, annulation d'événements, risques politiques, terrorisme, violence politique, les risques, les assurances des objets d'art et de collection et de valeur. J'espère n'avoir oublié personne. Dans l'événementiel aussi, vous êtes... annulation d'événements, tout à fait, je l'avais oublié, merci de me le rappeler. Et vraiment, nous, en tant qu'assureur avec des valeurs mutuelles portées par le groupe, notre ambition, ni plus ni moins, c'est de pouvoir fournir un environnement stable et durable, à la fois à nos clients, à nos courtiers, mais également à nos employés, on pourra en reparler plus tard, et d'une manière générale aux communautés dans lesquelles nous évoluons. Très bien.
Alexandre Laverdure, Precisely. Precisely, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la connaissance client. En tout cas, pour aider nos clients à bien connaître les leurs, on va dire ça comme ça, à pouvoir utiliser ce Saint Graal qu'est la donnée. Donc, en permettant déjà tout simplement de la récupérer là où elle se trouve, quel que soit ce système, même s'il est très ancien, qu'il a 30 ou 40 ans, que c'est un legacy par exemple, comme on peut dire, ou les choses les plus modernes, et pouvoir ensuite appliquer de manière complètement modulaire ce qui sera nécessaire au travers de la gouvernance, de la qualité, de la vision client 360, de l'utilisation de la géolocalisation, ou en tout cas de la position géographique pour mieux connaître ses clients par rapport à leur environnement ou autres éléments dont on pourra sûrement discuter plus tard, et bien sûr de pouvoir enrichir tout ça. L'idée, au final, c'est toujours de pouvoir échanger avec nos clients, et c'est ce que je fais moi en tant que plutôt sur le métier de l'assurance, justement, pour arriver à comprendre quelles sont leurs problématiques et comment on va pouvoir les aider derrière. On a un nouveau module qu'on sort là, nous, d'ici, enfin, qui est sorti au mois de décembre, mais que j'essaye justement de sortir sur le territoire français, et pour cela, j'ai déjà besoin de comprendre ce qu'il va apporter. Techniquement, ça, j'ai compris. En termes métier, on en reparlera peut-être plus tard. Très bien. Alors, on va démarrer cette table ronde par une question à vous, spécialistes, experts, Jean, de l'expérience client. Quelle est la place aujourd'hui de l'expérience client dans l'entreprise et en quoi elle a évolué justement ces dernières années? Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait 25 ans qu'on fait ce métier de la gestion externalisée de la relation client. Mais en fait, on est passé de la gestion externalisée de la relation client à l'expérience client. Et dans toutes les entreprises aujourd'hui, on parle d'expérience client avant de parler simplement de gestion. Alors ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel parce qu'on attrape cette expérience dans toutes ses dimensions. Et à commencer par la relation humaine. Donc c'est un élément fort, le lien que l'on tisse à un instant T, que ce soit avec un particulier ou un professionnel, et a fortiori dans la sphère assurantielle dès lors qu'on va gérer des sinistres, par exemple. Un moment fort. Donc toutes ces dimensions, la relation humaine, la dimension technique, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il faut être outillé, avoir tous les éléments de langage, bien connaître l'ensemble des process et des cas d'usage pour répondre aux besoins à ce moment-là, et ça de façon, on va dire, multicanale, bien évidemment. Alors, je pense que ce qui est important aussi, c'est que nous observons qu'aujourd'hui, les entreprises, nos clients, qui sont les assureurs, qui sont des mutuelles, qui sont des IP, en fait, raisonnent en termes de vie du client. Donc, on va observer, et entre autres, grâce à la connaissance client, qui est une des clés de voûte de tous ces dispositifs, on va observer, au fond, comment vit ce client tout au long de sa présence, la plus fidèle possible, bien évidemment, dans le portefeuille. Donc, la principale évolution, de notre point de vue, c'est qu'on est passé d'une relation à une expérience client. On a compris dans les entreprises que la valeur la plus forte, on va dire, qui devrait être au bilan quasiment, c'est le portefeuille client. Et que c'est sur ce portefeuille client que se construit à la fois le chiffre d'affaires, le développement et l'expansion de l'entreprise. Donc ça, c'est un point dominant. Et puis alors, je pense qu'en conclusion de ce propos, je souligne qu'on n'arrête pas de demander aux clients ce qu'ils ont pensé de l'instant qu'ils viennent de vivre, à la fin d'une conversation ou dans le cadre d'un échange qui peut être digital. Et on mesure cela d'ailleurs, puisqu'il y a des indicateurs, il y a le NPS, le Net Promoter Score, mais il y a aussi l'effort client, le Customer Effort. Donc voilà, on est très très attentif à ça, les marques sont très très attentives, les entreprises, pour corriger les trajectoires et faire en sorte que leurs clients soient les plus heureux et soient les plus promoteurs, évidemment. On va justement parler de ces indicateurs de satisfaction, en tout cas de la mesure de la satisfaction un peu plus tard sur cette table ronde. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder le témoignage d'Alexandre Rispal, c'est un spécialiste et consultant dans le secteur de l'assurance, à qui on a demandé en quoi l'expérience client évoluait en permanence. On l'écoute tout de suite. La relation client, est-ce que c'est une course sans fin? En quelque sorte, on pourrait répondre que oui. Alors déjà, la relation client, ce sont des femmes et des hommes qui s'impliquent au quotidien. Et ça dépend aussi beaucoup de la culture des managers, de l'entreprise, de l'éthique de travail des collaborateurs. Donc le facteur humain est absolument central. À côté de ça, du coup, le corollaire, c'est la formation. Donc il faut être formé en continu, que ce soit sur le volet assurantiel, que ce soit sur le volet technique de vente, le volet relation client en tant que tel. Comment est-ce qu'on parle au téléphone, comment est-ce qu'on reçoit un client,
comment est-ce qu'on répond sur un chatbot, c'est extrêmement important. Il y a évidemment les outils technologiques, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, les réponses automatiques, la détection de la fraude en automatique, comme par exemple aussi avec Shift Technologies, pour ne donner qu'un exemple, ou encore avec le métavers qui permet des expériences immersives. Tout ça sont des outils qui permettent d'améliorer en continu l'expérience client. Et à côté de tout ça, je crois que ce qu'il convient de dire, c'est qu'au final, l'expérience client, c'est quelque chose qui est profondément évolutif. C'est une matière concrète qui incarne la promesse de l'assurance, qui n'est ni 100% digitale, ni 100% humaine, mais qui ne cesse d'évoluer pour le bien-être de tous. Alors, Jean, une réaction par rapport à ce que disait Alexandre Rispel, qui était assez riche pour le coup. Oui. Mais je ne peux qu'adhérer, évidemment, à tout ce qui vient d'être dit. Je pense que là aussi, l'élément clé, c'est l'humain. Ne perdons jamais de vue que, quelles que soient les innovations technologiques, quels que soient les canaux qui sont utilisés, ce sont des hommes et des femmes qui sont derrière, qui sont formés, qui doivent être formés à gérer toutes les situations. Et donc, le facteur humain est absolument essentiel. Dans notre métier, on parle de la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'on est à la fois très attentif au client, le client final qui est celui de nos clients, mais il faut qu'on soit tout aussi attentif finalement à nos équipes et à nos collaborateurs. Donc, comme le disait Alexandre Rispal, la formation, le suivi, l'accompagnement pour pouvoir bien évidemment gérer toutes ces transitions. Il ne faut pas perdre de vue que dans les grandes transformations qu'on observe, il y a 69% des Français qui utilisent des canaux digitaux, donc c'est une très grande transformation, mais on a tout de même encore 62% qui utilisent des téléphones. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a absolue nécessité d'avoir un contact humain. Dans la gestion des dossiers, des prestations que nous faisons pour la sphère assurantielle, il y a la gestion de sinistres. Autant vous dire que quand vous gérez un sinistre et que vous avez le client final au téléphone, là, il faut être présent. Là, il faut répondre présent et c'est vraiment le lien humain qui va compter avant tout. Alors justement, dans le secteur assurance et mutuelle, qu'est-ce qui a véritablement évolué ces dernières années? Est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre humain et digital? Parce que au final, j'ai quand même l'impression que, quoi qu'il en soit, les deux vont de pair véritablement et se complètent, de ce que je comprends. Oui, absolument. Il y a une imbrication qui est très très forte. La plus grande des évolutions, mais il n'y a pas que la sphère assurantielle qui est concernée, c'est l'omnicanalité. Alors évidemment, on en rajoute un certain nombre d'autres là maintenant, avec l'intelligence artificielle qui va venir orchestrer un certain nombre de choses. La connaissance client, la data, on l'évoquait tout à l'heure. Demain, les métavers, pourquoi pas. Mais il y a de toute façon, ça n'est pas possible d'avancer, si je puis dire, que sur une jambe. Donc, toutes des évolutions qui sont des évolutions de fond, auxquelles tous nos donneurs d'ordre doivent faire face. Nous devons évidemment les accompagner sur ces points. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une structure de conseil qui va traiter exclusivement de l'amélioration de l'expérience client, et ce, à travers le monde, pour partager les bonnes pratiques. Mais oui, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Très bien. Olivier, quels sont vos enjeux en matière d'expérience client au sein de Liberty ? Nous, l'expérience client, en tout cas la satisfaction client, c'est la raison d'être numéro 1 de Liberty en tant que mutuelle et Liberty Specialty Markets en particulier. Donc tout ce que Alexandre a dit sur la vidéo que nous venons de voir résonne totalement chez nous. Déjà, on le fait parce que effectivement, ça résonne avec nos valeurs mutualistes, mais d'une manière générale, on le fait aussi parce que simplement c'est une bonne idée, puisque la satisfaction client, ça entraîne des conséquences vertueuses en matière de coût d'acquisition moindre. Un client heureux, vous avez besoin de moins investir pour aller l'acquérir, en matière de rétention, de renouvellement d'affaires, également en termes de frais de gestion. Un client auquel vous avez déjà anticipé, vis-à-vis duquel vous avez déjà anticipé ces questions, il vous sollicitera moins. Et puis il y a même toute une littérature qui tend à démontrer qu'un portefeuille de clients, toute chose égale par ailleurs, plutôt satisfait, générera une sinistralité moindre que le même portefeuille qui serait un petit peu moins satisfait. Donc on le fait tout simplement parce qu'on est mutualiste, mais parce que c'est une bonne idée. Par rapport à ce que disait Alexandre, on investit énormément sur l'humain. People first, au même titre que l'intégrité ou agir de manière responsable, ce sont des valeurs profondes de l'entreprise. Et le people first, on le fait aussi pour atteindre cette raison d'être de fournir à nos clients et à nos courtiers un service, une expérience exceptionnelle. Et on pense que c'est un différenciant sur le marché. On pense que ce n'est pas simplement réplicable. Dire qu'on fait du people first
beaucoup le disent, mais finalement, c'est pas si simple à faire. Ça demande, c'est une vraie culture d'entreprise et ça demande, au-delà du simple aspect salarial, ça demande d'avoir une culture de l'empathie, pouvoir fournir un cadre, un environnement stable avec un équilibre vie pro, vie perso, des formations. Alexandre a beaucoup parlé de formation, on investit beaucoup en matière de formation, des plans de carrière, la diversité, l'inclusion, un environnement avec une responsabilité sociale. Donc voilà, tout ça, c'est pas si simple à mettre en place et c'est nécessaire parce que des employés satisfaits font des clients et des courtiers satisfaits et inversement. Voilà, donc pour nous, encore une fois, c'est tout simplement une raison d'être. La fameuse symétrie des attentions dont parlait Juan tout à l'heure. Alors, vous avez donné quelques éléments justement pour optimiser l'expérience client, mais finalement, sur quel projet actuellement vous planchez pour améliorer encore et toujours, parce que finalement, on se rend compte que l'expérience client, il faut la faire évoluer sans cesse, Complètement. parce que les attentes des consommateurs évoluent en permanence. Donc, quels sont vos principaux chantiers ? Alors, deux grandes catégories, la digitalisation et également l'innovation produit. Alors, je vais commencer par la digitalisation, elle intervient à tous les étages. Elle intervient en matière d'expérience courtier-client, mais notamment courtier en leur fournissant des outils de cotation et de réalisation d'affaires digitaux, où ils peuvent coter eux-mêmes et émettre les polices eux-mêmes. On développe aussi pas mal d'API, de API, donc Application Programming Interface, pour plugger ces systèmes directement sur les systèmes courtiers pour qu'ils le fassent même de leur propre système. On digitalise aussi nos opérations pour être plus réactifs, plus rapides dans l'émission des pièces, etc. On digitalise au niveau des sinistres. Vous parliez d'intelligence artificielle. On met en place de l'intelligence artificielle dans la gestion de nos sinistres pour être plus efficace, plus rapide dans cette gestion, indemnisation. On vient même au niveau RH de faire notre premier recrutement dans le métaverse. Vous en parliez tout à l'heure, on en est très fiers. Donc voilà, donc tout cet aspect digitalisation à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'entreprise. Innovation produit également. Je vous ai dit, on a une gamme de produits qui mixe des produits traditionnels de Majercé Transport avec des produits plus spécialités, Liberty Specialty Market. Mais il faut toujours être en harmonie avec les attentes de nos clients, l'actualité de nos clients et notamment les risques émergents. Donc, on travaille sur les risques, un certain nombre de risques qu'on couvre déjà. Dans l'actualité la plus récente, nous sortons toute une gamme, toute une offre à l'attention des acteurs de la transition énergétique. Pas seulement les énergies renouvelables, je parle au sens large de la transition énergétique. Voilà. Très bien. Vous avez un mot également sur la relation que vous entretenez avec les courtiers. Vous suivez de très près un baromètre qui est réalisé auprès de ces derniers. Comment se passe la relation avec eux? Et puis, quels sont vos enjeux en matière d'expérience courtier? Alors, effectivement, je vous ai dit que c'était notre raison d'être. Donc, forcément, on la mesure et on essaye de s'adapter quand on identifie des enjeux. Donc, on a trois grandes catégories d'enquêtes de satisfaction. On a d'abord celles qui sont faites par les grands courtiers. Le grand courtage, ils ont leurs propres enquêtes internes et donc on les écoute. On est généralement très favorablement positionné. Et avant même de poursuivre sur les deux autres types d'enquêtes sur lesquelles on se fonde, en général, on est très bien positionné. Et je profite que vous me donniez la parole pour rendre hommage aux équipes. Parce que moi, je suis arrivé il y a une semaine, donc c'est pas grâce à moi. J'ai pris mes fonctions la semaine dernière, mais les équipes qui sont là, si on est bien positionné dans l'ensemble de ces enquêtes, c'est grâce à eux et un grand bravo à eux. Donc il y a les enquêtes internes des grands courtiers. Pour les plus petits courtiers qui sont pas forcément équipés pour mener ce genre d'enquête, on les interroge nous-mêmes. On a ce qu'on appelle le Liberty Partner Insights, qui là encore mesure un certain nombre de paramètres. Vous parliez tout à l'heure du NPS. Voilà, alors on a toute une batterie d'index qui sont mesurés. S'il n'y en a que deux vraiment qui sortent du lot parmi les autres, c'est le Net Promoter Score et le degré de satisfaction client. Alors, c'est fait au niveau du groupe et après c'est évidemment scindé. Donc, au niveau de Liberty Specialty Markets, donc la partie risque industriel hors US, on a un NPS... attendez, alors, je me suis fait une petite anti-sèche quand même. On a un NPS de 26%. Sur la France, on est présent dans 20 pays. Sur la France en particulier, on a un NPS de 39%.
Alors, NPS, c'est donc, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne seraient pas au courant, vous posez une question standard, c'est la même partout dans le monde. Recommanderiez-vous Liberty? Dans mon cas, ça sera Liberty, à vos collègues et à vos amis. Vous mesurez ce qui est sur une échelle de 10, 0 à 10, vous mesurez les pourcentages par note. Au-delà de 5, vous avez des promoteurs. En dessous, vous avez des détracteurs. Vous prenez la proportion de promoteurs moins la proportion de détracteurs, vous avez votre Net Promoter Score. Ça paraît simple comme ça, mais finalement, ça marche et c'est en général unanimement adopté partout dans le monde. Si vous êtes négatif, c'est que vous avez plus de détracteurs, donc c'est pas bon. Si vous êtes positif, entre 0 et 20, c'est correct. De 20 à 50, c'est bon. 50 à 75, c'est excellent. Au-delà de 75, vous êtes classe mondiale. Donc nous, on est à 26, donc on est bon, mais bon. Au niveau Liberty Specialty Markets, à 39, on est franchement bon en France. Spécifiquement, on en est très fiers. Je vous avais parlé qu'on mesure aussi dans cette enquête Liberty auprès des courtiers qui sont un peu moins gros que les grands courtiers qui ont leurs propres enquêtes. On mesure aussi la satisfaction client. Donc la satisfaction client Liberty Specialty Markets en général sur l'ensemble des 20 pays, 76%, France en particulier 81%. Donc on est bon. On n'est pas classe mondiale, mais on est bon. Et on en est ravis. Le troisième et dernier élément pour mesurer notre satisfaction auprès des courtiers et des risques managers, c'est le baromètre Golder. Joël Golder, c'est un consultant indépendant qui fait des baromètres tous les 2 ans sur plein de marchés, et notamment sur le marché de l'assurance IRD entreprise depuis une douzaine d'années. Il a commencé par faire une satisfaction courtier en 2011 et il fait ça tous les 2 ans. Donc il y a eu 6 baromètres. Liberty a été classé numéro 1 parmi 11 assureurs, 6 fois sur 6. Donc on est très content. Il a fait depuis maintenant quelques années, je crois qu'il a fait 2 baromètres, donc c'était il y a 2 ans et il y a 4 ans, un baromètre également de satisfaction des risques managers. On était 2e sur, pareil, une petite dizaine, 7 assureurs. On était 2e lors du premier baromètre il y a 4 ans et on était 1er il y a 2 ans. On a hâte, dans les 2 cas des 2 baromètres courtiers et risk manager, de voir les résultats de 2023. Ces baromètres en plus sont quand même extrêmement représentatifs parce que pour les courtiers, il interroge 400 cabinets, 800 évaluations, et pour les risk managers, il en interroge 103 risk managers. Donc c'est vraiment tout à fait représentatif et on est extrêmement fiers de notre positionnement. Très bien. Penda, quelle est votre définition, votre vision de l'expérience client et quels sont vos enjeux chez MADP Assurance ? Alors, je partage déjà totalement ce qui s'est dit par mes prédécesseurs. L'expérience client, c'est aussi un élément structurant, quelque chose de déterminant, de stratégique, au cœur du réacteur des petites structures mutualistes. Nous, on définit l'expérience client comme notre relation avec nos clients pour aller sonder la perception des clients sur chacune des interactions avec ceux-ci. L'interaction, c'est pas l'interaction one-shot sur un acte de gestion, c'est l'interaction au quotidien, de la prise d'un appel téléphonique à potentiellement, et malheureusement pour lui, la réalisation d'un sinistre. C'est recueillir en fait ces émotions, c'est l'expérience, le sonder sur son expérience et surtout lui faire vivre une belle expérience pour qu'il ait envie de nous recommander, de penser à nous dans le cadre de nouveaux projets, je dirais, assurantiels, de témoigner aussi pour nous. Et donc tout ça, ça impacte directement le développement de l'entreprise. Développement sur 2 aspects, à la fois sur le portefeuille que j'appelle le stock, des contrats déjà en cours pour pouvoir aller multi-équiper à travers la connaissance client, mais aussi sur un plan purement conquête de nos clients. Au sein des MADP, c'est assez particulier, mais je pense qu'en plus ça va parler à plusieurs personnes ici. On a vraiment 2 manières de distribuer nos produits. La première, c'est directement, avec le contact direct client. Donc le professionnel, qui peut être un pharmacien d'officine ou un pharmacien biologiste, qui a un besoin assurantiel pour assurer son activité professionnelle. Donc ça peut être son mobilier, ses murs, sa perte d'exploitation, qui impacte directement son chiffre d'affaires. Et le deuxième volet de la stratégie de distribution des MADP, c'est d'avoir recours à des courtiers
à des courtiers, je dirais, de toute forme, que ce soit le courtier spécialisé ou le courtier grossiste. L'idée pour nous, c'est vraiment d'aller capter le professionnel, indépendamment du canal par lequel il nous arrive. Donc du coup, l'expérience, elle est vraiment double. On doit d'abord et surtout faire en sorte que le client soit satisfait, mais aussi on doit faire en sorte que le distributeur qui nous apporte son client soit satisfait. Et tout ça avec la contrainte réglementaire qui pèse sur nous, parce que le KYC, c'est quand même le fondamental chez nous, et c'est une exigence à laquelle tous les assureurs, indépendamment de leur taille, indépendamment de leur forme, est tenu de répondre. Et donc, si on ne connaît pas nos clients, on ne peut pas répondre réglementairement, principalement. Et ensuite, on ne peut pas aller développer le chiffre d'affaires. Parce que l'objectif même, c'est quand même de connaître suffisamment le client pour aller capter la manière, sa préférence de consommation. Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce qu'il est sensible au téléphone? Est-ce qu'il est sensible au mail? Est-ce qu'il est sensible au digital? Est-ce qu'il va facilement avoir accès et utiliser sa signature électronique? Chez certains professionnels, ce n'est pas le cas. Et donc, pour MADP, c'est fondamental, à travers cette connaissance client, d'abord réglementaire, d'aller également en fait, inverser la tendance et d'en faire une vraie opportunité pour enrichir ces données, arriver à une connaissance suffisante pour pouvoir développer. La donnée, comme on dit, c'est de l'or, et sans la connaissance, malheureusement, on pourra, je pense, développer, mais pas suffisamment et pas comme il faut. Alors les enjeux pour une structure mutualiste de petite taille, ce sont les mêmes que ceux qui viennent d'être évoqués. C'est de disposer d'un CRM pour pouvoir justement historiser la relation, pour pouvoir, que ce soit d'un service à l'autre, service gestion, service comptabilité, quand on a le client, de pouvoir en fait faire de l'écoute active et donc historiser, nous donner les principaux messages pour pouvoir justement enrichir la fiche client. Mais c'est aussi, au-delà de l'historisation, c'est aussi aller faciliter le travail des courtiers en mettant en place des outils, donc outils d'aide à la vente, qui répond en plus aux contraintes réglementaires qui pèsent sur nous depuis la directive distribution assurance de 2018 et qui donc offre en fait une plateforme de distribution clé en main qui permet de réaliser un devis jusqu'à, je dirais, signer électroniquement. Ça, c'est une vraie demande des courtiers et c'est un outil qui, je pense, est capital à la fois pour le mode de distribution en courtage, mais aussi pour aider nos conseillers chargés de clientèle à fidéliser, parce que en ayant aussi un portefeuille en direct avec les clients, les deux pans de la stratégie, c'est vraiment de fidéliser, de chouchouter, d'accompagner et donc de développer l'existant et d'aller à la conquête de nouveaux clients. Alors justement, certains acteurs de l'assurance et certains mutualistes, ils n'ont pas forcément de contact direct avec leurs adhérents, leurs sociétaires, puisque ce sont les courtiers finalement qui gèrent souvent la relation. C'est également votre cas. Est-ce que c'est un frein pour assurer justement cette expérience client optimale et comment éventuellement vous faites pour gérer ça? Alors pour nous, c'est d'abord un levier et c'est aussi une contrainte. Si je fais le focus sur l'aspect réglementaire. Le levier, pourquoi? Parce que très clairement, l'objectif pour une structure, quelle qu'en soit la forme et la taille, c'est de développer son chiffre d'affaires. Et donc développer le nombre de ses clients, sa connaissance client et donc son chiffre d'affaires. En passant par un intermédiaire, ça ajoute une brique supplémentaire et finalement, notre courtier devient le client de l'assureur. L'expérience en fait que l'on met en œuvre vis-à-vis d'un client avec lequel on est en direct, c'est aussi capital et important que l'expérience qu'on doit mettre en œuvre vis-à-vis du courtier. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure que l'on travaillait sur un outil d'aide à la vente qui va voir le jour au mois d'avril, ça fait suite à une demande de nos partenaires de justement être dans la facilitation de leur travail au quotidien. Et aller construire un outil donc, avec eux et répondre à leurs demandes, c'est aussi participer à l'expérience client. Et on part du principe qu'en étant satisfait, si le courtier est satisfait, le client sera satisfait. Après, la contrainte, elle est aussi importante.
parce que finalement, la contrainte et le cadre législatif et réglementaire qui pèse sur les assureurs, à partir du moment où il est délégué au courtier, en fait, il doit faire l'objet d'une vérification de l'assureur. Et donc, on doit s'assurer que le courtier effectue tous les contrôles, du KYC à la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, tout ça, ça relève aussi de nos obligations en tant qu'assureur envers nos distributeurs partenaires. Très bien. En matière d'expérience client, pour l'améliorer dans les mois ou les années à venir, quels sont vos différents projets ? Alors, on a initié un programme de transformation il y a 2 ans. Donc, on est dans la 3e année, qui avait pour objectif justement de mettre le client au centre des préoccupations, et c'est surtout de faciliter et la vie du client et du courtier. Et c'est là où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment le petit reportage. Tout ça va de pair que si l'ensemble des collaborateurs est orienté vers cette stratégie-là, et je dirais prend et intègre la dimension et le capital hyper important qu'ils sont censés apporter au quotidien pour justement être cohérents avec cette stratégie-là. Et du coup, ce programme-là, vraiment, il aide les collaborateurs, il aide les courtiers, il aide la structure à remettre le client au centre, et il va permettre aussi de nous organiser, de nous mettre en position d'attirer de nouveaux partenaires. On en a déjà attiré 2 principaux, différents de ceux qu'on avait eu l'habitude d'attirer par le passé. Je pense notamment aux courtiers plutôt digitaux. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur proposer, de mettre à leur disposition tout un tas d'outils qui va leur faciliter la vie au quotidien, et qui, en plus, permettra, je pense, aux clients d'être satisfaits parce que mieux servis, parce que plus en contact, et parce que peut-être plus en relation avec lui. Parce que appeler un client, si on ne sait pas à quelle heure il est disponible, on peut l'appeler. Voilà. Très bien. Alexandre, on va parler de data. Et je voulais savoir justement à quoi sert la data en matière d'expérience client. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal de choses dites avant moi. La data, ça sert à quoi ? Ça sert déjà à mieux connaître aussi bien son client que son prospect, ses partenaires, puisque l'ensemble de la chaîne est importante et l'ensemble du parcours de vie. Qu'on soit au moment de la souscription, pour essayer, par exemple, de lui fournir un devis le plus rapidement possible en ne posant que 5 questions, mais finalement en voulant lui donner la meilleure offre possible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des données tierces qui pourraient nous aider à connaître mieux le client tout en lui posant moins de questions ? A priori, oui, ça existe. Mais ça peut être aussi dans tous les moments de vie. Aujourd'hui, le pire, c'est bien sûr le sinistre. Mais si le sinistre, on peut le prévenir. Je travaille avec un assureur, plusieurs, mais en tout cas sur ce cas-là, un assureur qui a voulu faire de la prédiction ou de l'alerte automatique, par exemple pour les risques de grêle. Mais en ayant la plus grande précision possible pour éviter que, si je commence à l'alerter 3 ou 4 fois et qu'il ne se passe jamais rien, potentiellement la prochaine étape, ce sera de plus rien faire. Et tout le monde sera mécontent, l'assureur comme le client. Voilà, la data, ça peut servir à tous ces moments-là, mais ça va servir aussi à mieux le connaître. Il n'y a rien de pire, de mon point de vue, que d'avoir un client qui est chez nous depuis 20 ans, à qui on a fourni une assurance, par exemple, pour, je sais pas, sa maison, sa voiture, prenons les plus standards, qui a eu un changement, ou plusieurs, dans sa vie de famille, mais qu'on n'a jamais interrogé à ce sujet, et peut-être que son assurance ne les couvre même pas. Alors oui, je sais, ce serait bien que les clients lisent leur assurance, mais on sait aussi qu'ils ne le font jamais. C'est peut-être pour ça qu'il y a un devoir de conseil, un devoir d'accompagnement. La data, c'est important, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle évolue tellement vite, aussi vite que les clients eux-mêmes, et qu'il faut la mettre à jour. Alors justement, où est-ce qu'on en est à ce sujet-là, au niveau de ce sujet-là ? Parce que là, on se dit que la data, c'est bien, ça peut apporter, c'est très très riche, mais finalement, en termes de maturité, aujourd'hui, on en est où ? Waouh ! On en est bien plus loin qu'on en était il y a quelques années, je vais le dire comme ça déjà. Non, moi j'ai vu cette évolution au fur et à mesure, j'ai suivi, j'ai accompagné plusieurs de mes clients à ce sujet. On va dire il y a 10 ans, comme ça, ce sera mieux.
la plupart du temps, chez les assureurs, on était un à plusieurs numéros de contrat. Aujourd'hui, on est un client, pour la plupart d'entre elles, en tout cas. Et quand je dis assurance, je pense mutuelle aussi, bien entendu. Ce qui est déjà un très, très gros changement. On le ressent, je veux dire, quel plus grand plaisir que de prendre ne serait-ce que son application de son assurance. Oui, ça existe aussi, bien sûr, et on peut vraiment s'en servir, et de retrouver d'ensemble l'intégralité des produits que j'ai. Ne pas être obligé de passer par 2 agents, un à Paris et un dans le Sud, parce que, par exemple, j'aurai une maison de campagne. Donc, c'est aussi ça, l'évolution. On l'a vu, aussi bien du côté des assureurs que des clients. Ils savent que leurs clients aujourd'hui ont des habitudes issues des réseaux sociaux, issues de la volonté d'instantanéité, de pouvoir sortir, je sais pas moi, mon autorisation de télétravail, ou en tout cas mon assurance télétravail pour mon domicile, 1h du matin quand j'y ai pensé, quoi, et de l'avoir tout de suite. Donc, voilà. Après, le prochain changement, mais qui est déjà en cours, je l'ai vu avec plusieurs d'entre eux, c'est est-ce qu'on vend toujours une assurance ou est-ce qu'on est là pour accompagner ses clients, voire, grâce à la connaissance de ses clients, essayer de leur proposer des choses auxquelles ils n'ont même pas pensé que ça pourrait leur être utile et dont ils seront très contents de les avoir en termes de couverture, au final. Un mot aussi sur la qualité de la donnée, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des données, mais si en fait elles sont pas bonnes, ça sert à rien finalement. On peut pas prendre de bonnes décisions. Alors, c'est un peu le credo de notre boîte, hein, de meilleures données pour de meilleures décisions. Ou l'autre petit mot en général, c'est avoir confiance en ces données. J'ai pour habitude de souvent poser cette question la première fois que je rencontre quelqu'un. Est-ce que vous avez confiance dans les données qui vous servent à prendre des décisions ? Ça peut vous paraître surprenant, mais personne ne m'a encore répondu oui. À tous les niveaux. Et pas que dans l'assurance, je vous rassure. Souvent, c'est pas de la méconnaissance. Ça ne veut pas dire que les données sont toujours de mauvaise qualité, mais il y a souvent déjà pas d'indicateur permettant de le suivre. La première des choses, c'est ça. Et après, comme je disais, les données évoluent. Ça se trouve, une adresse peut être mauvaise aujourd'hui, alors qu'elle était bonne il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des changements de nom de rue, il y a eu des regroupements de communes. L'adresse est toujours la même, mais le facteur déjà n'est plus là. Souvent, il est parti à la retraite. Et les petits jeunes, ils connaissent plus toutes les rues par cœur. Ils connaissent pas tous les anciens noms. Votre courrier, vous allez voir l'envoyer, il va jamais arriver. Alors que l'adresse était bonne au départ. Mais tout ça, ça peut se traiter, se corriger, évoluer, déjà grâce à des outils et à des bases de connaissances adéquates, mais aussi, je dirais, par rapport à la personne qui est le plus à même de traiter la donnée, souvent le client lui-même. Il faut peut-être lui poser la question régulièrement, quand on a un moment de contact, quel qu'il soit, essayer de lui demander de l'information complémentaire. Et si possible, et je sais que c'est pas le plus simple, multiplier les points de contact avec le client, peut-être en l'interrogeant justement sur les changements dans sa vie, en venant à son contact et non pas en attendant qu'il vienne. Alors, Alexandre l'a évoqué rapidement. Penda, un mot aussi sur la notion de conseil, parce que lors de la préparation de ce plateau, vous avez évoqué le fait qu'en dehors de la simple relation contractuelle, les assurés attendaient aussi un accompagnement du conseil qui va bien au-delà finalement de ce que vous êtes censé leur apporter. Alors, vous pouvez nous en dire plus ? Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Effectivement, notre charte d'engagement, notre engagement vis-à-vis du sociétaire, c'est d'en faire encore plus pour le servir. Donc, et pour mieux le servir. Et on se rend compte de plus en plus, notamment en matière de sinistres, qu'en fait, que les clients, que les sociétaires attendent de l'assureur autre chose que le simple fait de les indemniser. Et donc, ça se passe souvent en amont de la réalisation du sinistre. Et c'est répondre aux demandes qu'ils peuvent avoir sur telle ou telle garantie, leur donner des conseils sur comment améliorer leurs équipements, leur donner des conseils sur comment éviter la survenance de tel ou tel sinistre. Et donc, c'est pour ça que nous, au sein d'MADP, on travaille à l'enrichissement de notre réseau de partenaires, partenaires de services, déjà pour intervenir en amont du sinistre et vraiment éviter que le sinistre ne survienne. Donc, c'est vraiment le volet prévention pur. Mais aussi, en cas de réalisation du sinistre, d'avoir recours à des prestataires qui interviennent en urgence. Au-delà de l'urgence, quand on est dans de la réparation, mettre à disposition des clients
un réseau de prestataires agréés qui viendront réparer le bien en nature. Nos clients sont très attachés aux recommandations que l'assureur peut leur faire sur ses partenaires, d'où notre intérêt et d'où notre volonté, notamment cette année, d'intégrer dans notre offre phare, qui est la multirisque professionnelle, des garanties prévention, mais aussi du service et le recours à ce réseau de partenaires. Voilà. Très bien. Alexandre, cette notion de conseil, vous préconisez aussi fortement. Oui, comme je vous disais, pour moi, c'est la prochaine évolution et elle arrive déjà. Je peux vous prendre ne serait-ce qu'un exemple vécu quand on a 2 sinistres, par exemple, de dégâts des eaux dus à des conditions extérieures. Ce que j'ai vécu. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, il pouvait arriver que de multiples petits sinistres fassent qu'on vous considère comme un mauvais client. Là, j'ai eu la bonne surprise d'avoir... j'ai changé d'assureur, en l'occurrence, mais j'ai eu la bonne surprise qu'il envoie quelqu'un chez moi pour ça. Pas pour savoir s'il voulait me garder ou pas, mais s'il ne pouvait pas me donner quelques conseils sur, pourquoi pas, quelques petits travaux à effectuer, afin que ça n'arrive plus. J'ai été le premier surpris, et très agréablement surpris. Et je pense que c'est ça aussi, cette notion de transformer ça en un service. Pouvoir demain se dire, l'application que je vais avoir sur mon téléphone, qui monitore ma conduite, certes, peut aider à baisser, pourquoi pas, le coût de mon assurance. Mais est-ce que ça pourrait pas m'apporter d'autres conseils? Attention, vous passez par une route qui est dangereuse. Ah, peut-être que ça peut m'intéresser. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, on fait des études à peu près tous les ans aussi. On essaye de savoir un petit peu ce que les clients, nos clients et les clients finaux veulent autour des data. Et je peux vous dire que moi, la première fois qu'on l'a fait, je crois que c'était en 2020, j'étais assez surpris par un point. Parce qu'avec GDPR, on nous a tous expliqué qu'il fallait faire attention, qu'on pouvait plus se servir des données. Mais non, c'est faux, en fait. Les clients, aujourd'hui, ont envie qu'on s'en serve à une seule et unique condition. Qui comprennent ce qu'on va pouvoir leur apporter comme service complémentaire. C'est magique. Et si j'ai bien entendu, on m'expliquait hier qu'au même titre que l'open banking, on va avoir l'open finance dans pas longtemps, d'ici fin juin, quelque chose comme ça. C'est issu de ça, finalement. Le GDPR, au lieu de bloquer les données, a permis qu'on demande aux clients s'ils sont d'accord pour qu'on s'en serve pour leur apporter une meilleure couverture, ce qu'ils auront besoin d'avoir. Olivier, une réaction justement par rapport à cette notion de conseil et comment ça se passe chez Liberty à ce sujet? Alors, chez Liberty, dans l'assurance entreprise en général, la notion de conseil est essentielle et elle est fournie par les équipes, d'où, une fois encore, si besoin, était de le rappeler, l'importance de l'humain. Donc, c'est essentiellement à 3 niveaux. Les souscripteurs, les gestionnaires indemnisation et les ingénieurs prévention qui fournissent ce conseil, cette prévention des risques. Donc les souscripteurs, certes, ils souscrivent, mais quand on fait du sur-mesure, et on en fait énormément chez Liberty à l'attention des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire, quand on fait ce sur-mesure, on a cette expertise, notamment sur les produits de spécialité que nous offrons. Les courtiers ne peuvent pas être spécialistes de tout, les risk managers non plus. On a cette connaissance. Les souscripteurs, en faisant ce sur-mesure, apportent de facto cette notion de conseil et une formation quasiment sur les produits et les risques émergents. Les gestionnaires indemnisation ont l'expérience des sinistres qu'ils gèrent et accompagnent les clients et les courtiers sur ces risques émergents, ces risques de spécialité. Et enfin, les ingénieurs prévention, certes, leur métier, c'est d'aller visiter des risques et de faire un rapport de visite, mais ils forment également. Ils accompagnent, ils conseillent les clients en matière de gestion, de prévention des risques. Donc voilà, c'est vraiment à ces 3 étages que les assureurs entreprises ont un rôle essentiel à jouer. Pardon. Jean, une réaction, je vous entendais acquiescer. Oui, je ne peux qu'adhérer effectivement à ce qui est dit. Moi, je pense que, comment dire, ce qu'attendent les clients, c'est évidemment qu'on les connaisse et qu'on soit des experts. Le niveau d'expertise attendu par les clients, donc des assureurs, des mutuelles, donc à la fois assurés et sociétaires ou autres, c'est qu'ils aient en face d'eux des gens qui soient des experts. Et des experts dans un monde qui est furieusement réglementé, c'est-à-dire et de plus en plus.
Et en plus de ça, qu'il y a, on va dire, un régulateur qui veille à ce que les uns et les autres marchent bien dans les clous avec des audits qui sont, on va dire, très fréquents. Donc aujourd'hui, dans la relation que l'on essaye de bâtir et dans cette expérience assurée, en fait, dans les coulisses, il y a tout ça. Et je suis intimement convaincu que l'expertise est une des clés, que les outils qu'on met à disposition des uns et des autres pour faciliter, fluidifier, pour faire en sorte que les parcours soient les plus courts possibles et en tout cas les plus efficients, tout ça en fait repose sur une parfaite connaissance des process, une parfaite connaissance de qui est le client, qui est l'adhérent, ce qu'il attend et comment on va le produire. Donc voilà, oui, effectivement, je ne peux qu'adhérer à ça et je dirais peut-être que on voit très clairement que c'est un des secteurs qui a incontestablement fait sans doute le plus de progrès dans un temps relativement court. Parce que très freiné pendant de nombreuses années par toute une série de réglementations naissantes ou par une méconnaissance des données, par une approche en fait qui était celle du contrat et non pas du client, et ça a été effectivement évoqué tout à l'heure. Et là, il y a un pivot qui s'est opéré. Il y a aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a des valeurs mutualistes qu'on n'assume pas la relation commerciale. On assume une relation commerciale avec des valeurs mutualistes, ce qui va forcément conduire des sociétés comme Majorel, finalement, à intégrer dans leur formation toutes ces notions et toutes ces valeurs pour que la relation soit effectivement, et que les expériences, on va dire, des clients que l'on sert soient les plus positives possibles. Très bien. Merci à tous les quatre. Pour ma part, je vous retrouve dans un prochain plateau pour évoquer la façon dont les assureurs et les mutualistes abordent la gestion de l'expérience client selon la typologie de clientèle qu'ils ont, que ce soit des particuliers, des professionnels ou encore des courtiers. À bientôt.